Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode format table ronde où j'ai 3 invités que je vais vous présenter. Aujourd'hui nous allons parler de la production d'un podcast santé et pour en parler j'ai avec moi Laura, animatrice du podcast À Pleines Dents, Émilie, animatrice et productrice du podcast Coup de tête, et Valentin, réalisateur du podcast Coup de tête. Ensemble et pendant une trentaine de minutes, nous allons parler de la production, des coulisses de la production d'un podcast santé. Mais avant, je voulais vous dire bienvenue dans le cheminement. Merci. Alors pour commencer, je voudrais me tourner vers vous, mesdames. Laura, dans À Pleines Dents, tu racontes ton histoire personnelle. Tu as eu 2 cancers et dans ce podcast extrêmement touchant que je recommande à tout le monde, tu racontes ton histoire personnelle donc, avec ces cancers. Tu vas interviewer des personnes qui sont proches de toi pour ce faire. Ma première question pour toi, ce serait est-ce que tu peux nous raconter la genèse? Pourquoi tu as choisi le format podcast alors qu'à l'origine tu te dirigeais plutôt vers le format livre? Oui. Donc je me dirigeais vers un format livre parce que j'ai toujours aimé écrire, mais quand il a fallu écrire sur moi, ça a été beaucoup plus difficile. Et c'est lors d'un événement l'année dernière que des personnes m'ont dit tu racontes très bien ton histoire à l'oral, pourquoi pas en faire un podcast. Et l'idée a germé à partir de là et j'ai travaillé dessus pendant bien 5 mois avant de lancer mon premier épisode. Émilie, Coup de tête, c'est le podcast que tu animes, c'est le podcast de l'association Corps Asso, dans lequel tu interviews des personnes qui ont eu un cancer de la tête et du cou. Est-ce que tu peux nous parler de la création de ce podcast, comment ça s'est passé pour toi et surtout comment tu as eu l'idée de produire ce podcast? Donc avec l'association Corps Asso, en fait, en fin d'année dernière, donc fin 2023, on a lancé une campagne de communication, une campagne de sensibilisation plutôt, qui s'appelle Face aux symptômes, et où on a recueilli le témoignage de 11 patients, aidants et professionnels de santé. Et c'était des témoignages plutôt courts, enfin c'était un format un peu plus, 3 minutes, et c'était de la vidéo. Et donc on s'est rendu compte qu'avec cette campagne-là, qu'il y avait de nombreux patients qui avaient besoin de raconter leur histoire, de témoigner sur leur parcours. Et en fait, le format du podcast, il est apparu un peu comme une évidence, parce que on a vu aussi combien ça peut être difficile de témoigner face à une caméra, surtout quand les cancers tête et cou, ils peuvent laisser des séquelles au niveau de l'apparence du visage. Et donc le podcast, voilà, il est apparu comme une évidence parce qu'on se focalise ici uniquement que sur la voix. Et donc sur la voix, sur l'élocution, parce que ça peut aussi toucher l'élocution. Donc voilà, et donc on a décidé de lancer notre podcast Coup de tête. Et alors comment tu as trouvé le concept? Le concept, c'est venu en fait en discutant avec... l'association, avec Sabrina. En fait, on voulait vraiment sublimer toutes les voix qui existaient autour de nous au quotidien et qu'on n'entend pas forcément. Les cancers tête et cou, ils laissent de nombreuses séquelles au niveau de la voix, au niveau de l'élocution, au niveau de l'apparence du visage. Et donc, on avait vraiment cette envie de recueillir le témoignage de tous ces patients qui ont ce réel besoin de partager leur histoire. Donc voilà, on a fait le choix de partir sur des témoignages d'une durée d'à peu près de 45 minutes pour que la personne elle se sente vraiment à l'aise de retracer vraiment tout son parcours. Et ensuite, généralement, on parle d'une thématique en particulier que la personne a vécu. Donc ça peut être par exemple une personne qui vit avec une gastrostomie, donc qui ne peut plus s'alimenter normalement. On parle également de sujets comme la pérédance, l'accompagnement des patients par les patients. Voilà, donc ouais, on avait vraiment cette envie de retracer l'histoire du patient et également de parler d'une thématique en particulier.
Et dans la production de ce podcast, tu n'es pas seule, parce qu'il y a aussi Valentin avec nous. Valentin, toi, tu as plutôt la casquette, alors j'ai envie de dire technique, mais aussi artistique, parce qu'en tant que réalisateur, il y a tout l'aspect du montage, du mixage, de la réalisation de manière plus large, et aussi le choix des musiques. On va y revenir tout de suite. Parce que j'aimerais vraiment revenir sur votre duo. Comment vous travaillez, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous travaillez tous les deux, parce que je sais, Valentin, que tu es là, tu es mis dans la boucle dès l'interview, ce qui est un choix de votre part, extrêmement intelligent, et c'est un peu ce qu'on devrait tous faire, alors ce que font les médias beaucoup. Pourquoi c'est intéressant pour toi, Valentin, qui a plutôt à l'origine la casquette technique, d'être mis dans la boucle dès la captation et dès les interviews? Alors je co-réalise, parce que Émilie elle réalise aussi l'interview. Dès la pré-production, c'est plutôt la part d'Émilie de cadrer le sujet, etc. etc. Et c'est intéressant que je sois là depuis le début, parce que du coup, comme j'ai pas... Comme on va dire dans le cercle des patients du cancer, je suis un peu un moldu, parce que je connais pas trop toutes les maladies, les termes techniques et tout. J'ai cette vision extérieure qu'un auditeur qui n'est pas un patient peut avoir aussi. Et donc j'interviens parfois pendant l'interview, alors j'interviens en fin d'interview, pour pouvoir peut-être réexpliquer plus en profondeur certains sujets, ou même peut-être juste refaire des passages comme les intros ou les outros pour que ce soit bien, qu'on enregistre quelque chose qu'on puisse monter après qui soit logique. Mais j'interviens pas pendant l'interview parce que je préfère rester en retrait. Donc moi je suis en retrait pendant l'interview. Par exemple, l'interview, si ça se fait sur le canapé, moi je suis sur la table à côté et vraiment je me fais un peu tout petit. Et je prends des notes pendant l'interview, et puis à la fin je reviens une fois que l'outro est terminé. J'arrive et puis je demande si on peut réexpliquer ça, ou si le patient il a dit ça avant, est-ce qu'il peut réexpliquer ce terme, ou peut-être approfondir ce truc, ou est-ce que Émilie tu peux reposer bien cette question, et puis après ça facilite aussi le montage après derrière, et c'est ça qui est pertinent aussi. Donc en fait tu prends la casquette de journaliste, parce que c'est habituellement les journalistes qui font ce travail, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que vous allez tous les deux vers le travail l'un de l'autre. Le concept, c'est aussi d'aller directement chez l'invité. Ouais. C'est clairement un choix éditorial, puisque vous allez dans son intimité, vous allez là où la personne se sent le plus à l'aise aussi pour raconter son histoire, parce qu'on le sait, quand on produit des podcasts santé, que c'est pas évident de raconter son histoire, à la fois pour la personne qui interviewe, de savoir mettre à l'aise, mais aussi la personne qui se livre. Souvent les gens aussi la racontent pour la première fois. Oui. Comme je dis parfois, pour moi ils donnent un petit peu leur cœur, et si on le fait tomber, on peut faire très mal. Donc c'est important de savoir mettre à l'aise, parfois aussi de raconter un petit peu son histoire. Alors Émilie, toi tu as aussi un cancer des cordes vocales. Est-ce que dans tes techniques d'interview est-ce que tu te sers aussi un petit peu de ton histoire pour les mettre à l'aise, tes invités? Ouais, totalement. Ça casse un peu cette dimension qu'on peut avoir parfois de journaliste et interviewé. Le but, c'est... moi, je comprends pleinement ce que la personne traverse. Alors, bien sûr, on a tous des parcours différents. Il y a des traitements qu'ils ont fait que moi, je n'ai pas fait. Mais je comprends en partie ce qu'ils peuvent vivre. Et du coup, oui, parfois, je rebondis aussi sur une petite anecdote qu'ils auront vécue, que moi aussi, j'aurais vécu, ou différemment. Et j'apporte aussi, ma vision de comment moi, ça s'est passé aussi pour moi. Et ça permet d'avoir un réel échange, en fait, entre l'invité et moi. C'est pas vraiment de la question-réponse, c'est vraiment une interaction où la personne elle est plus en confiance, comme si c'était ces deux amis qui sont dans un canapé et puis qui se racontent leur vie, en fait. C'est vraiment l'envie qu'on avait, quoi. Et c'est complètement réussi, parce qu'à l'écoute, c'est super agréable. Et d'ailleurs, je voudrais te demander, Laura, en tant qu'auditrice de ce podcast, qu'est-ce que ça fait, ce setup, cette méthode d'aller chez les invités, puis aussi la technique d'interview d'Émilie,
à toi, par exemple, qu'est-ce que ça t'avait procuré comme émotion? Moi, je suis admirative et en fait, je pense que ça permet vraiment à l'invité à se libérer, libérer sa parole, à sublimer sa parole et à partager. Et en fait, en côté auditeur, on voit ce côté intimiste qu'elle a voulu créer. Et, on a vraiment l'impression de rentrer dans la pièce avec eux. Et c'est très bien. Est-ce que tu veux nous parler aussi un petit peu de tes méthodes, toi, de production pour ton podcast? Alors, qui est très intimiste aussi. Oui. Donc, l'essentiel des enregistrements se sont passés chez moi. Parce qu'il y avait ma famille et mes amis qui connaissent déjà chez moi. Et sinon, je me suis déjà... par exemple, pour l'épisode de ma soeur, c'est une petite anecdote. C'était un repas de famille et du coup, je voulais pas l'interviewer devant tout le monde. Je me suis dit, ça va nous mettre mal à l'aise. Du coup, on est allé dans ma chambre, mais j'avais pas de table. Du coup, j'ai pris 2 grosses caisses et j'ai posé les micros dessus. Et moi, j'étais sur le lit et elle sur la chaise en face. Et on a fait le podcast comme ça, l'épisode 2 d'À pleines dents comme ça. Et en fait, je pense que le côté intimiste, en tout cas dans cet épisode, ressort beaucoup. Parce qu'on s'est dit des choses qu'on n'aurait jamais osé dans un autre contexte s'avouer. Et après, je suis déjà allée aussi, je me suis déplacée chez une amie à Niort. Voilà, j'essaie de créer aussi un côté intimiste pour que les gens puissent se livrer sur des choses qu'on a partagées mais qu'on n'a pas vues forcément de la même manière. Et parce que pour moi, c'était important d'impliquer ma famille et mes amis, parce que pour moi, le cancer, ça touche pas qu'une seule personne, ça touche toute une communauté. Donc voilà, c'est aussi pour ça ce côté brut dans les conversations. Je planifie, je leur dis, voilà, on va parler de telle à telle période, mais après, vous parlez de ce que vous voulez. Si vous voulez qu'on coupe après, on coupera. Mais je veux vraiment que la parole soit libre. Qu'ils se sentent en confiance, en fait. Exactement. Alors après, il y a la captation, il y a le montage, le mixage. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la différence entre ces tâches? Alors la captation, c'est l'enregistrement, c'est la production à part entière, c'est quand on enregistre l'interview. Donc on branche les micros, on les installe et on appuie sur REC et puis on voit ce qui se passe. Ensuite, votre matériel pour enregistrer, c'est quoi? Ouais, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc on a des tout petits micros en fait, c'est comme les micros des youtubeurs, c'est les Rode Wireless Go pour les... Est-ce que tu es en train de dire que mes micros sont gros Non, mais... Je t'ai entendu critiquer mon enregistrement tout à l'heure. Du coup, je vais dire ce que je disais tout à l'heure. Il s'est posé le choix de quel matériel on utilisait pour faire ces interviews. Et donc, on avait pas mal de choix. Corasso, ils ont une entreprise d'audiovisuel qui peuvent nous louer du matériel, mais bon, c'est du matériel de télévision et c'est des micros avec des câbles, des émetteurs, des récepteurs un peu partout. Donc c'était possible, j'étais techniquement en capacité de le faire, mais on s'est dit que pour le côté intimiste et que la personne interviewée ne se sente pas les micros braqués sur elle, les câbles, voilà, il faut tout installer. Pas trop intimidé, hein, parce que voilà, c'est vrai que souvent les gens peuvent être bloquer. super intimidés par le micro. Comme ils sont tout petits, en fait, la personne, elle oublie presque en fait que les micros sont là. Enfin, on les oublie, même moi parfois. Enfin, je suis tellement rentrée dans l'histoire, je suis à fond dedans, que voilà, j'oublie que le micro. Et Valentin est aussi là. Ouais. C'est le but, hein. C'est le but que je sois derrière, je parle pas. Et puis c'est vraiment des tout petits micros, c'est des toutes petites boîtes comme une boîte d'allumettes. Voilà, même la LED qui est dessus, on l'a baissée au max pour pas qu'elle clignote et tout. Et donc ça c'était le premier choix pour la production. Donc ensuite il y a le montage qui est le découpage, déjà il y a le dérochage qui est déjà il y a la retranscription. Donc on retranscrit toute l'interview à l'écrit. Ensuite là le montage en découpant voilà toutes les parties sur le logiciel. Donc, j'utilise FL Studio pour ceux qui veulent savoir. Ouais, merci. Et ensuite le mixage, donc on relève les niveaux des voix, on les met aux normes, on ajoute quelques éléments, de
la musique, des transitions. Et puis, Comment tu sais quelle musique ajouter où? C'est un choix commun. Oui, c'est beaucoup Est-ce de que parfois vous discussions. n'êtes pas d'accord? Oui, bien sûr. Oui, il y a eu quelques petits. Alors moi, je peux pas trop parler trop fort et trop crier, donc c'est l'avantage, c'est que quand je m'énerve, mon volume reste quand même très bas, donc. Donc j'ai toujours le dernier mot. Il s'est rapproché du micro pour dire ça. Mais oui, il y a quelques petits désaccords parfois, mais on arrive toujours à s'entendre et au final, en fait, ce qui est compliqué, c'est que moi, parfois, la mélodie que j'ai dans la tête, je peux pas la retranscrire, je peux pas chanter, j'ai pas trop d'ondulation dans ma voix. Donc j'ai du mal un peu à retranscrire ce que j'imagine vraiment, notamment je pense en fait sur quand on a créé la bande-annonce. Donc c'est là où on a créé toute l'identité sonore de Coup de tête. C'était hyper dur pour moi de dire oralement ce que j'imaginais dans ma tête. Donc en fait, on est passé plus par des idées, des images d'idées quoi. Ouais, c'est ça, j'essaie de donner des adjectifs. Des couleurs aussi peut-être. Ouais, c'est ça, des couleurs, des thèmes. Avec Horacio, on a créé il y a un motion design qui présente l'association, enfin c'est une petite vidéo qui présente l'asso. Il y a une mélodie sur cette vidéo et du coup je voulais reprendre cette mélodie-là. Donc des noms d'instruments aussi, je disais du piano, ce serait pas mal d'avoir du piano. Donc, c'est toute la difficulté de retranscrire à l'oral ce qu'on a dans la tête. Mais avec tout ça, j'ai quand même réussi à donner une musique sur tout ça du coup. Et puis après, chaque composition musicale de Coup de tête, donc il y en a 6 au total, elle découle de cette bande-annonce. Donc j'ai repris des éléments, j'en ai ajouté d'autres, j'ai ralenti, j'ai changé un peu l'accord de base ou quoi. Et puis c'est comme ça qu'on s'est créé une identité sonore. Même les petites virgules, donc les petits interludes découlent de la bande-annonce. Et puis tout reste toujours dans le même thème. Donc, à part sur le dernier épisode qu'on a sorti, non, qui n'est pas, pardon. Il sera peut-être sorti du coup. Alors, parce que oui, il y a eu un problème technique là dans le serveur, donc on n'a pas pu mettre en ligne, mais ça aurait dû sortir du coup ce lundi 22 ou non 23. Et donc en fait c'est l'histoire d'une chanteuse, donc il y a aussi ses propres musiques dans le podcast. C'est le seul où il y a d'autres musiques, Oui. mais on est très contents et ça rend très très bien. Trop bien, ça me donne envie d'aller l'écouter. Je voudrais qu'on parle un peu de la relation avec les invités. Je me tourne vers toi, Laura. Tu as quand même le don pour parler de sujets assez lourds avec beaucoup de légèreté. Hein. Je pense qu'on peut dire ça de toi. Comment tu fais? En fait, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie déjà en général, depuis que j'ai eu la maladie, parce que c'est quelque chose qui est assez voyant en me regardant. Il me manque une partie des dents. Et donc en fait j'ai souvent eu des questions de personnes indiscrètes ou pas, ou proches ou pas. Et du coup en fait j'ai décidé de prendre ça avec légèreté parce que j'ai pris ça comme une chance de pouvoir partager mon histoire très vite. Parce que j'ai fait partie d'un groupe de parole avec d'autres personnes qui avaient vécu aussi un cancer, mais du coup la maladie ne se voyait pas forcément chez20 et ils avaient plus de difficultés à en parler. Donc pour moi c'est devenu quelque chose de plus facile. Donc ça fait bien 20 ans maintenant que j'ai vécu ce cancer et du coup je crois que c'est devenu une habitude pour moi et comme j'en parle, pas tout le temps, mais régulièrement, les gens sont habitués à m'entendre parler sur le sujet et voient que je prends ça avec légèreté. Donc ils en parlent aussi avec légèreté, en tout cas quand ils en parlent avec moi. Quel retour tu as eu quand tu as posté? Alors maintenant, tu en es à plus de 10 épisodes. J'ai fini la première saison avec 8 épisodes. Quel retour t'as eu de la part de tes auditeurs et auditrices? J'aurais jamais pensé avoir autant de retours, que ce soit de mes proches ou de moins proches. Par exemple, j'ai eu la surprise que ma mère a partagé le premier épisode, donc là où elle intervient, mais elle l'a pas écouté, mais elle l'a partagé avec ses amis. Et du coup, en fait, c'était avec ses amis qui sont à travers le monde. Donc j'ai eu un pic de 50 écoutes en une journée, j'ai pas compris. Mais du coup, j'ai ses amis à elle qui m'ont fait des retours vraiment très bienveillants, qui étaient aussi contentes d'écouter ma mère parce qu'elle avait jamais partagé ça avec eux, de ce qu'elle avait vécu avec moi.
Et surtout, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est le retour d'anciens patients, des personnes aussi qui ont survécu à des cancers et qui se retrouvent dans les témoignages, que ce soit les miens ou ceux de mes proches, pour comprendre un peu. Par exemple, pour l'épisode avec ma sœur, c'est celui qui a le plus marqué, en tout cas, ces anciens patients, parce qu'ils n'avaient jamais discuté de ça avec leurs frères et sœurs. Et du coup, ils ont partagé cet épisode et ils ont dit « Ah ok, je comprends un peu mieux leur vision. Bien sûr, l'histoire est pas la même, mais il y a des points similaires et je comprends un peu plus les réactions qu'ont pu avoir mes sœurs et frères. » C'est vrai qu'il n'en existe pas des podcasts qui racontent ça. Et ce qui est super touchant, c'est que c'est le fait déjà que vous racontiez des souvenirs communs. Mais il y a un moment où vous parliez de ménage. Et, oui. Et donc Sœur dit fallait faire le ménage, mais t'inquiète pas, c'était pas comme si on découvrait qu'il fallait faire le ménage, c'était juste qu'on voulait faire attention à toi. Et oh là là, des podcasts, si tu savais que moi j'en écoute, mais je n'en avais jamais entendu qui abordait ces sujets-là. Et c'est vrai, ça m'étonne pas qu'il ait particulièrement marqué. Je t'ai pas demandé, mais ça m'intéresserait de même de savoir à tous les trois, avant de produire le podcast que vous produisez, où est-ce que vous avez trouvé des infos, quelles ont été vos inspirations, peut-être Laura pour commencer. Moi je me suis fait aider par une podcasteuse manager. Donc elle aide les personnes à créer des podcasts. Et en fait j'avais déjà une base solide parce que j'avais essayé de faire par moi-même et donc j'avais assisté à une semaine gratuite je ne sais plus quel organisme pour créer son podcast. Mais pour moi il fallait aller plus loin, il fallait que quelqu'un m'aide vraiment individuellement. Et donc je me suis rapprochée de cette personne et on a eu 4 séances où elle me donnait des exercices, où aussi on travaillait ensemble et en fait on a créé le podcast comme ça. Et donc elle m'a vraiment aidée sur le choix de l'hébergeur, des micros, du casque aussi, parce qu'on ne pense pas forcément quand on commence un podcast. Mais elle m'a donné les bonnes bases pour la suite. Celui-là, c'est vraiment le casque le plus fort. Alors moi, pour être très honnête, j'écoutais pas forcément de podcast au tout départ. Alors je connaissais beaucoup parce que ça s'est beaucoup démocratisé là ces dernières années, il y en a de plus en plus. Mais j'étais pas forcément grande consommatrice de podcasts au tout départ. Et au final, quand on s'est lancé dans l'aventure, c'est là où du coup j'ai découvert le monde immense qu'il y a autour de ça. Et je suis devenue du coup grande consommatrice de podcasts maintenant. T'écoutes quoi J'écoute beaucoup de témoignages. J'aime beaucoup les gens qui racontent leurs histoires parce qu'il y a des parcours de vie assez exceptionnels et qu'on peut découvrir. J'adore écouter des histoires un peu extraordinaires qu'il peut y avoir. Et du coup en termes de technique, alors personnellement, moi je partais un peu de zéro, c'est plus toi du coup qui avait toute la technique. Moi, mais on partait aussi pas mal de zéro, parce que je fais pas du tout de podcast à la base non plus. Mon métier c'est technicien vidéo, Émilie c'est graphiste. Et donc c'était un défi pour tous les deux, parce qu'on n'a jamais fait de podcast. Moi je fais beaucoup de composition musicale, mais par passion et par hobby. Mais sinon, le podcast c'était aussi un défi pour tous les deux, de réaliser, de faire le côté journalisme, et puis moi de réaliser aussi et de faire le côté technique. Là on avait un peu des bases, mais c'était ça aussi le défi, et c'est peut-être ça aussi qui donne cette vision quand les gens que ça marche, et on est super content. On a appris un peu sur le tas, quoi. On Ça s'est marche. formé au fur et à mesure, quoi. Est-ce que vous avez des conseils pour celles et ceux qui veulent se lancer dans la production d'un podcast, mais pas n'importe lequel, de santé, parce qu'on l'a dit, on ne fait pas un podcast d'humour, un podcast de société, un podcast de culture comme on fait un podcast de santé. Il y a les sujets, comme tu l'as dit, parfois qui sont très techniques. Alors je pense qu'effectivement on n'a pas forcément besoin d'être passé par là où sont passés nos invités, mais c'est vrai que je pense qu'il faut cette sensibilité, au moins cette empathie de comprendre, de vouloir mettre à l'aise.
C'est quoi vos conseils ou vos écueils à éviter, vos inspo? Je pense qu'il faut, faut tout simplement faire les choses avec le cœur. Et plus on fera les choses avec le cœur et moins on se mettra de pression et plus le rendu sera sincère. En fait, c'est vraiment axé sur la sincérité. Et là où moi j'ai pu me mettre beaucoup de pression au début, où c'est que les premiers échanges, interviews qu'on a eus, je stressais énormément parce que c'était tout nouveau. Et en fait, plus on se fait confiance, on met à l'aise la personne et en fait, nous aussi, on va être à l'aise. Et ça va se dérouler tout seul et il faut pas hésiter. Pour reprendre un peu les propos et un mot en particulier qui fait aussi beaucoup écho, on parlait tout à l'heure du podcast qui n'est pas sorti mais qui va sortir avec Guylaine. Elle parlait du mot oser et ne pas hésiter à oser en fait. C'est pas grave si on se casse la figure, on se relèvera, on peut faire des erreurs. L'erreur est humaine, mais tant que les choses sont faites avec le cœur, elles sont forcément sincères, donc ne pas hésiter à se lancer en fait. Est-ce qu'on peut oublier d'appuyer sur l'enregistreur? Alors ça peut arriver. Du coup, autant pas faire de podcast. Juste avoir une discussion, ça suffit. Alors ça, c'est vrai que c'est ma phobie pour de faire 2 heures d'échange et qu'à la fin, on n'ait pas d'enregistrement. Alors ça, c'est pas arrivé, j'espère pas que ça fait partie du petit thrill quand on fait l'interview. Mais c'est aussi pour ça qu'on est 2, parce que voilà, le stress est partagé. C'est ça. Moi, je voulais pas forcément y aller toute seule et me dire gérer et la technique et aussi l'échange. Voilà. Moi, on sépare un peu les tâches et on est plus en confiance, quoi. Pour la petite anecdote, moi, au premier épisode, donc le premier épisode que j'enregistrais avec mes parents, j'utilisais un logiciel d'enregistreur et en fait, je l'avais pas bien paramétré. En fait, comme c'était la première fois, je me suis dit, ça va être bien. Sauf qu'au bout de 45 minutes, je vois qu'il y a pas 45 minutes en durée et je fais qu'est-ce qui se passe là? On va devoir y retourner. Et mes parents n'étaient pas du tout motivés, ils avaient tout dit et du coup et en fait non, en reparamétrant j'avais la durée parfaite, donc j'étais et en fait comme dit Émilie, mieux vaut fait vaut mieux imparfait que ne rien faire en fait, parce qu'il faut se lancer. On apprend toujours un petit peu, même quand c'est pas parfait. Et on apprend au fur et à mesure, même au fur et à mesure des épisodes. Exactement. C'est toujours perfectible et voilà. Nous, Dieu merci, on n'a pas eu de problème de tournage. Il n'y a pas eu de... Attends, on peut tousser du bois, doucement sans taper dans la table. Mais par contre, j'étais conscient, du coup, vu ma posture qui était en retrait, mais quand même là, je savais que si c'était un truc qui arrivait, si le rec se coupait ou quoi, là, j'allais intervenir dans la conversation et couper les gens pour relancer, parce que ça reste quand même le plus important. C'est peut-être pas très agréable, mais... je me disais que les propos ils sortent une fois de manière la plus authentique, donc autant pas qu'ils le disent du tout plutôt que de le refaire après. Mais c'est pas arrivé, donc voilà, on est content. C'est ça. Ouais, une fois que le spontané est passé, c'est dur d'y revenir. Oui, c'est ça. À votre avis, c'est quoi la force de votre duo à tous les deux? La force. La force. La communication. On communique pas mal sur chaque aspect. En vrai, on tombe toujours d'accord à la fin. Il n'y en a pas un qui est blasé. Parce que tu obéis à Émilie, c'est ce que j'ai entendu. Non, je suis pas si directif que ça. Non, c'est pas vrai. Des fois, ça vient de nous deux. Ne serait-ce que sur le titre du dernier épisode, quoi. Oui. Là où on était un peu en désaccord, au final, c'est le côté de Bill qui l'a remporté. On a trouvé un compromis, quoi. Ouais, on a trouvé un petit compromis. Mais c'est ça aussi, communiquer, trouver des compromis et... Je trouve qu'on est complémentaires aussi, dans le sens où on n'a pas forcément les mêmes visions, mais elles se complémentent. Je vois par exemple, donc coup de tête, le nom du podcast. On n'avait pas la même vision du coup de tête. En fait, moi, alors évidemment ça découle du cancer tête et cou,
Donc ça, c'est la première réflexion. Et après, moi, je voyais plus le coup de tête avec l'expression faire des choses sur un coup de tête, en fait, de manière instinctive. Ah, moi, j'avais compris coup de boule, coup de tête. Voilà. Du coup, Valentin, il avait plus le coup de tête, l'action. Et en fait, ces deux visions-là, elles correspondent aussi très bien au cancer de manière générale. C'est à la fois l'aspect un peu combatif, on donne un coup de boule à ces cancers, et à la fois faire les choses sur un coup de tête, un peu de manière instinctive. Guylaine, elle en parle aussi d'ailleurs dans son podcast, de voilà, on réfléchit pas forcément, et parfois, quand on est lancé, on fait les choses comme elles viennent, quoi. Et voilà, et du coup, ces deux aspects-là, on les a mis dans la bande-annonce et dans l'identité sonore du podcast. On a réussi à les combiner. Donc, toi, t'avais plus l'aspect, on rentre sur le ring avec la musique, un truc un peu plus... voilà, on rentre sur le ring. Et moi, je voulais adoucir avec des petites notes de piano et tout. Donc, et on a réussi à combiner tout ça dans la musique, quoi. Donc c'est cette complémentarité, je pense, qui est assez importante. Ouais. Et alors, les auditeurs et auditrices, qu'est-ce qu'ils vous ont fait comme retour ? Ouais, on a des très bons retours et ça, mais ça fait super chaud au cœur. On se rend compte que nos épisodes, ils sont écoutés, entendus à leur juste valeur, et que on a à la fois les plus beaux retours, je pense, c'est ceux des patients, et qui, comme tu disais tout à l'heure, qui se retrouvent dans les témoignages. Parfois, on nous envoie des messages. Je vis exactement la même chose que telle personne, et ça me fait du bien de voir que je suis pas toute seule. Et donc là, on sent qu'on sert vraiment à quelque chose, quoi. Et il y a aussi les retours des soignants, parce que les soignants aussi écoutent notre podcast. On a des orthophonistes, pas plus tard qu'il y a 2 jours. J'ai reçu un message d'une orthophoniste qui me disait c'est génial ce que vous faites, je fais écouter votre podcast à tous mes patients qui ont eu la même opération que vous, pour présenter votre voix, et puis aussi voilà, pour qu'ils voient qu'il y a un après, et que tout peut très bien se passer, qu'on peut vivre ensuite avec toutes ces séquelles, quoi. Donc les retours des soignants aussi, ils font super chaud au cœur, quoi. Ils les conseillent à leurs propres patients, c'est assez fou. Mais effectivement, j'ai l'impression que les soignants écoutent de plus en plus de podcasts de patients, et les patients de podcasts de soignants aussi, parce qu'il y a des patients super curieux qui veulent... alors tout le monde ne veut pas forcément le faire, et c'est complètement ok, mais il y a aussi des patients qui veulent vraiment comprendre un peu plus l'aspect scientifique des choses, etc. Et j'ai l'impression que là où, en tout cas vers 2020, quand on avait vraiment tendance à... Alors, on va dire pendant le Covid, il y a vraiment une explosion des podcasts par les professionnels de santé qui ont commencé à témoigner, un peu à raconter leur quotidien. Et pour moi, en tant que patiente un peu, mais c'est tout, je trouvais ça absolument fascinant, en fait, de savoir ce qui se passait de l'autre côté du miroir, de connaître un petit peu leur quotidien qui était en fait immensément compliqué et je n'avais pas réalisé à l'époque. Mais on avait tendance vraiment à opposer d'un côté les podcasts pour les patients et de l'autre pour les soignants, et le fait que la frontière devienne de plus en plus floue, je trouve ça super intéressant. J'ai super hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines années, parce que c'est vrai que ça contribue aussi un peu à rapprocher les deux acteurs ensemble. C'est ça, ouais. Et c'est ce qu'on aimerait, pourquoi pas, alors sans trop spoiler, mais... Je me demandais, est-ce qu'on dit exclu ou pas? Ah, moi je veux une exclue. Ouais, peut-être petite exclue pour la saison 2. En préparation, on aimerait bien avoir une saison 2 pour Coup de tête. Et justement, pourquoi pas inclure des professionnels de santé. On veut garder quand même cet aspect témoignage de patients, parce que le but premier de Coup de tête, c'est de filmer les voix et les histoires des patients. Mais pourquoi pas avoir des petits épisodes bonus un peu plus courts de professionnels de santé. Ça peut être des orthophonistes, ça peut être des kinés, ça peut être aussi des oncologues qui parlent d'une thématique en particulier. On pensait par exemple à comment on annonce à une personne, à un patient qu'il a un cancer. Ça peut être avec des orthos. Et sur l'annonce, il y en a des choses à dire, parce que c'est toujours tellement singulier, ça dépend du patient, du soignant, du cancer. Je pense que ça manque encore, même s'il y a maintenant quelques ressources là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas un sujet sur lequel on se lassera d'avoir du contenu. Ok, moi la dernière chose que je voulais dire, on en avait parlé un petit peu Émilie, c'est à destination des personnes qui ne travaillent pas dans la santé mais qui veulent écouter tous nos podcasts. Je pense pas qu'on ait besoin de travailler dans la santé
pour écouter ce genre de podcast-là. Je pense pas qu'on ait besoin d'être patient. Je pense que pour moi, c'est plus de savoir un petit peu essayer de se demander ce qu'il y a dans la tête des autres, d'être ouvert d'esprit. Moi, je sais que je me nourris beaucoup de podcasts, de bateaux. Bon, vu mon métier, c'est vrai que j'en écoute toujours, mais je suis toujours super curieuse de savoir quoi dire, comment me comporter pour être sûre de ne pas blesser, pour être sûre d'être un peu en harmonie. Et j'ai pas d'autres solutions magiques, mais je pense que c'est un message qu'on devrait porter un peu en tant que producteur de podcast santé. Moi, on m'a beaucoup reproché, dans le cheminement d'ailleurs, de ne faire parler que des femmes malades. Et j'étais là, c'est un peu tout l'objet en fait, et que c'était des sujets tristes. Et en fait, pour moi, c'est pas des sujets tristes, c'est comme tu le dis, c'est des personnes qui, quand elles te racontent son histoire, moi je me prends toujours une claque phénoménale parce que courage, et alors sans aller dans c'est des héros, non, parce qu'en fait de plus en plus les personnes qui sont concernées disent arrêtez, je ne suis pas un héros, en fait j'ai subi, c'est pas un choix. C'est exactement ça. Mais voilà, mais je pense que en fait on gagnerait un peu tous à avoir cette approche de communication. Moi je veux qu'ils soient encore plus mis en lumière ces podcasts là, et qu'on arrête de dire ah non, c'est un peu trop triste. Ouais, c'est ça. Je vais du coup faire une exclue aussi pour les prochaines saisons d'À pleine dents. Mais en fait, j'ai l'idée aussi de faire un format plus court qui soit à la destination du plus grand public pour qu'ils puissent comprendre un peu ce qu'on vit. Donc ça sera des formats courts, mais comprendre que on a des handicaps invisibles, aussi visibles, mais que on veut être traité un peu avec bienveillance et pas forcément avec comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais on a empathie. Ouais, c'est ça, avec de l'empathie, mais pas besoin d'en faire trop en fait. On a juste, on est des êtres normaux, on a vécu certes quelque chose de compliqué, on l'a subi, on se considère pas forcément comme des héros, c'est juste qu'après on décide d'en faire quelque chose ou pas, ça regarde chacun. Mais du coup je veux vraiment créer ces mini épisodes hors série pour montrer que on est pareil, on a tous notre histoire, et que voilà, il faut que la société d'aujourd'hui doit moduler avec cela. Mais tu sais, je pense que ça me regarde, mais je pense que les gens, on a besoin de leur dire quoi dire, tu vois, on a besoin de leur dire, parce que si ils vont pas comprendre tout seul, je préfère dire avoir une approche très pédagogique en disant numéro 1, numéro 2, numéro 3, comme ça après tu peux pas dire que tu l'as pas dit, et que en fait il faut aussi ça reste encore super tabou, la maladie, les gens regardent leurs pieds, c'est hyper inconfortable, mais quand on en reparle avec légèreté, déjà tout de suite ça permet un peu d'en parler normalement, et d'éviter d'exclure et d'éviter d'être mal à l'aise aussi, comme tu disais, de dédramatiser aussi un peu les choses, comme ça. Je pense que les gens ont peur, et en même temps c'est normal d'avoir peur de la maladie, mais le but c'est de montrer que on est comme tout le monde aussi, et que quand on y est confronté, effectivement on n'est pas des héros, on n'a juste pas le choix, et on y va, on fonce, et on est comme tout le monde au final en fait. Quand on est face à la situation, et on y va quoi, et voilà, c'est apporter ce message de... C'est dans les moments les plus difficiles où en fait on révèle notre force sans vraiment... on se rend pas compte qu'on dévoile une force, en fait on fait juste avec ce qu'on a sur le moment, et on avance. Donc, ce sera le mot de la fin. Je voulais vous remercier vraiment, un grand merci tous les trois. J'adorais cette conversation avec vous. Longue vie à pleines dents, longue vie à coup de tête. Trop contente qu'il y ait des saisons 2 pour les deux. J'étais pas sûre. On n'a plus le choix maintenant. Oui, on a plus le choix. On doit y aller. Et j'espère qu'on se recroisera pour reparler encore de ces sujets-là. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup à toi.